Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Aujourd'hui donc 158e épisode de Comptoir IA, deuxième épisode de 2026 et j'ai le plaisir d'accueillir un invité, très spécial pour moi, Guillaume Dumortier. Parce que Guillaume, en fait, c'est mon un de mes meilleurs amis et mon plus vieil ami. On s'est rencontrés en sixième avec, Guillaume, il y a donc, quelques années, hein, quelques décennies. Quelques décennies. On va pas dire le chiffre exact parce que ça va nous vieillir pour le coup, mais donc c'est un podcast qu'on devait faire ensemble. Guillaume, toi, tu es, un de mes amis, tu es au taquet sur le marketing et l'IA. Tu travailles dans le marketing digital depuis, très longtemps. Tu as un concept qui était celui du gros concierge, donc le concierge de la croissance, comment booster, l'acquisition, les utilisateurs donc, pour, tous les produits, toutes les startups, qui nous entourent. Et aujourd'hui, bah, tu as pris le sujet de l'IA aussi à fond, tu te réinventes complètement là-dessus. Tu vas nous dire aussi, hein, je crois que tu as un concept. Alors je te laisserai le privilège de l'expliquer de FOMO à FOBO, tu nous parleras de ça. Et surtout Guillaume, toi tu es dans la Silicon Valley, à San Francisco, au cœur de l'écosystème depuis 20 ans, 18 ans. Et donc, on est ravis de t'avoir sur le podcast pour échanger sur tous ces sujets, en particulier marketing et IA. Bah, je suis ravi d'être là, Nicolas. Merci pour l'invitation. Alors, donc merci en plus. Vous pourrez voir si vous regardez l'épisode, hein, parce qu'on a de plus en plus de spectateurs sur YouTube, que Guillaume porte une belle casquette de San Francisco. Tu me disais que c'était de l'actu, il y a des matchs. Ouais, bah, c'est les playoffs en ce moment, et San Francisco a un match de playoff demain. On a gagné la semaine précédente, donc on verra. Le Super Bowl est dans quelques semaines, mais ça passe déjà par un match demain. Voilà. En tout cas, cher ami, merci d'être ici. Alors, donne-nous un petit peu ton feeling. Tu connais le podcast. Depuis ChatGPT, ça fait 3 ans. Comment est-ce Mm. que tu as vécu cette période? La Silicon Valley, c'est toujours la folie, le feu. Est-ce que ça s'est accéléré depuis ChatGPT? C'est quoi ton feeling? Ah, sur les 3 dernières années, tu as vraiment trois temps, hein, qui sont déployés. Le premier, c'est 2023. L'année 2023, c'est l'année fondatrice. Il y a le lancement de ChatGPT, il y a le lancement de Bard aussi, on s'en souvient Bien pas sûr. trop, hein, ancien Gemini. Il était Il y a le fou, lan- Bard. Il était fou ou il marchait pas? Il était fou. C'était le meilleur lancement raté de Google à l'époque. Il y a Claude qui est sorti. Donc en fait, on est vraiment sur vraiment la première couche des chatbots, de l'assistant, où c'est de la génération de texte. Et c'est le moment un peu Harry Potter, où pendant un an, il se passe que ça. Et c'est un peu la folie, l'hallucination et vraiment le côté, vraiment, je dis Harry Potter parce que c'était un coup de baguette magique à chaque fois et t'étais pas loin de tomber de ta chaise, justement sur le fait que c'était quelque chose de nouveau. Ensuite, Mmh. 2024-2025, c'est plus voilà, l'aspect multimodal. Donc, on peut rajouter de la mémoire. Donc, c'est tout ce qui a été le RAG, tout ce qui a été effectivement le contexte. Bien sûr. Comment est-ce que tu enrichis le contexte? Et du coup, le côté multimodal avec l'audio, l'image, la vidéo, d'autres acteurs. Et on va dire le côté un peu plus productif de l'IA, où en fait on dépasse juste le côté assistant générateur de texte, mais vraiment on commence à avoir un outil qui commence à se former. Et puis fin d'année 2025, début 2026, on est vraiment sur l'orchestration, sur le côté agentique au sens propre du terme, c'est-à-dire un système autonome avec des tâches à horizon long, donc qui tiennent dans la durée. Et ça, c'est un vrai sujet dans la thématique de l'orchestration. C'est le time horizon, donc vraiment la capacité de l'agent et du process à tenir dans le temps. Et donc ça, c'est un peu les trois temps. Bien sûr. Euh, et dans ces différents intervalles, c'est la course. Et en fait, c'est la course entre les boîtes,
entre un Claude et un Gemini, que ça soit sur les talents, hein, sur le côté mercato des boîtes, je passe de chez l'un chez l'autre, je Bien te sûr. débauche, je t'achète, je te fais des chèques de 1 million pour que tu viennes chez moi. Voire Hein, un milliard. On a enfin oui, vu pardon, mais tu vois, plus que les joueurs de foot, en fait, hein. Et tu parles de mercato, enfin, ça a été dépassé par l'IA, oui, tout à fait. ouais, voilà, avec aussi les petits retournements de situation, hein. On parlait juste avant des 2 cofondateurs d'Omira Murati, qui sont retournés chez OpenAI, pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Donc ouais, c'est un peu un Hollywood sur stéroïdes, quoi, cette Bien sûr. histoire. Euh, alors, merci, merci de nous rappeler un petit peu cette histoire, ces trois phases. Et toi, de San Francisco, comment tu l'as vécu? Je pense, par exemple, tu vois aussi un petit peu au post-Covid. Il y a eu quand même plusieurs phases, hein, sur tes 18 ans à San Francisco. Mais est-ce que SF est redevenu à la mode, c'est re-rempli? On parlait de la Cérébral Valley. Tu le vois, toi, sur les talents qui arrivent dans la ville et tout ça? Ah ouais, et surtout que ça rejoint l'histoire du Covid, justement, tu le rappelles. En fait, il y a énormément de gens qui sont partis de San Francisco pour aller en Floride, pour aller au Texas. Alors, il y avait aussi beaucoup la crypto et le Web3 à l'époque qui dominaient et qui faisaient s'exporter Bien sûr. les gens dans ces endroits. Il y a les impôts aussi. Ouais. Euh, et 2023, effectivement, c'est la première année, un petit peu, on est sur la pointe des pieds. Le centre-ville de SF est complètement vide, c'est même très déprimant. Mhm. Et c'est plutôt l'année dernière, 2024-2025, où les gens ont commencé à se revoir. Et aujourd'hui, enfin depuis l'année dernière, il y a plus de 150 événements entre SF et San José, juste sur l'IA, par mois. Ouais. Donc en fait, ça brasse, si tu veux, le côté, tout ce qu'on dit toujours de la Silicon Valley, qu'elle met sur le même terrain et au même endroit des talents, les financiers, donc les Bien sûr. VC, et puis les géotrouve-tout et les builders comme moi. Voilà, donc ça a recréé énormément de moments d'interaction. Et surtout, les VC, les financiers, ont recommencé à déployer beaucoup d'argent très vite dans des montants. Et donc, on recrée un mouvement de ruée vers l'or, hein, le gold rush. Le gold rush de l'IA, il est vrai. Tu le vois par les loyers qui réaugmentent dans la vallée. Alors, ils sont déjà hauts, mais c'est un bon indicateur de demande aussi. Et ouais, non, il y a de la frénésie, il y a énormément de gens, il y a beaucoup d'événements. Donc, Hmm. ouais, et l'IA a bien reformé le tissu, en tout cas à San Francisco. Dans la vallée, donc du côté de Mountain View, Palo Alto, Sunnyvale, là où je suis, ça a toujours été. Il n'y a pas eu ce côté de vase communicant où c'était vide et maintenant c'est plein, parce que dans les campus, tu as Google, tu as Apple, ils sont toujours là. Donc il y avait Bien sûr. toujours un peu ce côté, cette corde de travailleurs qui était toujours là. Après, c'est plus la morale et le mood, en fait, qui Hmm. était, Bien sûr. qui s'est un peu renforcé. Ouais, ouais, plus SF. Tu me disais aussi que ben, donc bah, c'est très intéressant de voir que ça s'est re-rempli, que les loyers ont remonté, que c'est la folie, qu'il y a de l'énergie, du mood. Tu me disais, alors ça, on m'en avait déjà parlé, mais que tu parlais de billboard, mais que sur les autoroutes, sur la route, c'est que des pubs pour l'IA. Je veux ton sentiment là-dessus. Et juste aussi, j'en profite. J'ai vu une vidéo qui m'a fait halluciner sur X hier. Je sais pas si tu l'as vu. C'était sur l'autoroute, il y a une nana qui filme une Tesla, je pense que c'est une modèle Y si tu veux, et tu Mmh. as les 2 passagers dans la voiture qui sont le pilote, le conducteur et le passager qui sont en train de dormir, tu vois ou pas? Ouais. Alors que le temps est pluvieux en plus, enfin tu vois? Genre, voire vraiment pas bon du tout. Et en voyant ça, je me suis dit: «Waouh, c'est dingue quoi», tu vois? Enfin, heu, tu verrais pas ça en France. Et d'ailleurs, enfin, c'était quand même un peu flippant, un peu bizarre, de voir cette voiture qui roulait plus vite que la voiture à côté avec le passager, le conducteur endormi, et à côté certainement, donc on imagine, plein de pubs pour OpenAI, Anthropic, Google, tout ça quoi. Enfin, Ah ouais, non, mais sur la 101, donc la 101, l'autoroute qui relie San José à San Francisco. Ouais, je crois que c'est le seul endroit du monde où il y a que des panneaux pubs pour la tech, on va dire, d'une manière ouais, générale, et à 90%, avec une thématique IA dedans. Donc ça,
c'est très typique. Alors, je t'avoue que le côté auto-drive, self-driving de la Tesla, il est un peu dépassé. C'est un peu vieux comme concept ici. Ici, c'est très Waymo. Hein, on est Ouais, très. Moi, je peux prendre Waymo, tu vois, donc au niveau local ouais, ici, mais aussi je fais le test sur l'autoroute. C'est-à-dire que ouais. je prends les Waymo sur autoroute quand je vais sur San Francisco. Et ouais, donc, mais ça fait partie de ces trucs que tu accueilles ici, qui deviennent un peu les réflexes touristes. Mais après, oui, euh, au-delà du côté réel, même sur LinkedIn, les pubs, là, tu vois, Claude 4-5, ou Opus 4-5, ils sont en train de pousser comme des fous. Donc on est, euh, on est submergé de ces pubs-là. Ouais. Merci Guillaume. Donc on reparlera un peu de cette culture même aussi de la Silicon Valley de San Francisco au niveau de l'éducation. Je pense que ça va être super intéressant pour nos auditeurs. Dis-moi maintenant, donc toi tu es aussi un vibe codeur, tu es un vrai geek et c'est ça qu'on adore. C'est quoi l'outil d'IA que tu utilises le plus aujourd'hui? Est-ce que tu as un usage secret ou hyper pratique à nous révéler? Alors, pour le vibe coding, j'en ai un outil que j'utilise le plus, j'en ai deux. Et dans l'ordre, va être Notebook LM, que Ok, j'utilise beaucoup en recherche, en couche basse, si tu ouais. veux, Mhm. parce que le modèle, il est vraiment centré sur le contexte, sur les fichiers, mais donc c'est très isolé. Il y a la fonction de recherche de source aussi qui est impressionnant, dont je me sers beaucoup pour aller Accessible soit en fast research, soit en deep research depuis pas longtemps, oui, c'est ça, ouais. exactement, exactement, auquel tu viens rajouter des sources perso. Ouais. Et donc, du coup, tu vas pouvoir créer un contexte hybride entre des sources qui viennent de l'extérieur, qui ont été curated, donc qui ont été sélectionnées, et ton propre contexte. Mmh, Euh, et du coup, tu vas avoir le côté studio multimédia pour bien sûr. voilà, pouvoir tout envelopper, soit dans une vidéo, soit dans un podcast. Et ça, je l'utilise pour faire la recherche en prompt engineering et construire mieux mon app, donc Ah MyStrix. ouais, 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 ouais. Il y a un Ah donc deuxième petit outil. attends et là tu fais de la recherche, pour construire une app déjà sur l'outil quoi, sur notre bouquin. Ouais, je vais chercher les instructions. Ah, et donc ça va être des prompts, ça va être aussi des best practices, tu vois, par exemple sur des landing pages, sur des séquences d'emails. Donc je vais aller chercher beaucoup de littérature dessus. Je vais Ouais. amener le contexte de l'application sur comment certaines tâches sont déjà présentes. Et en fait, ça va me permettre de construire des nouvelles choses, d'avoir plusieurs idées. Et donc ça va être Mmh, Notebook LM. bien sûr. Pour le vibe coding, je les avais tous essayés. J'avais essayé Replit, j'avais essayé Cursor, j'avais essayé Ouais. Lovable. Et c'est vrai que moi, dans mon expérience, je suis très Lovable. Je Euh, suis d'accord, j'ai le même, écoute en tout cas je suis aligné avec toi, moi aussi, pareil. je trouve qu'ils ont, en fait, dans Lovable, ils ont réussi à avoir ce côté chat dynamique avec des actions qui permettent tout de suite dans le chat d'avoir une action directe sur le code, de parler au code. Et en fait, la blague, c'est que pendant le premier mois de mon usage sur Lovable, donc on parle du mois de mai dernier, hein, en fait, j'avais pas capté qu'il y avait la fonction de chat où en Ouais. fait, donc tu as le mode où tu écris l'instruction et ça te crée le code en direct, mais tu as le côté de chat où en fait, tu prends un pas de recul, tu dis attends, ne me code rien, ne génère pas de code, mais par rapport au code que tu connais et auquel tu as accès, dis-moi les choses. Et en fait, ça a complètement changé ma manière de Mmh. vibe coder, où en fait, je passe vraiment plus de temps à interroger le code et à préparer la fonctionnalité d'après ou le plan d'intégration d'une fonctionnalité. Et après seulement, je la code voilà, dans les deux dernières interactions. Ah mais ce que tu dis là, c'est hyper important, c'est, tout le monde, toutes les personnes très suivies, tous les vibe codeurs stars de X insistent énormément là-dessus, c'est planifier, planifier, planifier avant de générer pour le coup, bah, une application. Je pense Ah ouais, que bah, c'est un ah très bah bon ça, conseil. le meilleur conseil que je puisse donner,
c'est avant d'aller sur un de ces outils, c'est d'aller sur un chat GPT ou un Claude et de demander en fait ce qu'on appelle un PRD, un Product Requirement Document. Alors ça, c'est le nouveau mot à la mode aussi. Je le vois de Oh, c'est partout. pas nouveau. Ouais, Non, 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 c'est pas non, non, nouveau. non, mais non, non, ah non, non, je sais que c'est pas nouveau, mais si tu veux, avant, on n'en parlait pas. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, on Ouais, m'en parlait pas en France. Enfin, tu vois, en France, ça m'arrivait pas jusqu'aux oreilles. On pouvait me parler de spécifications, de cahier des charges, de tout ce que tu veux, mais le PRD, là, on m'en parlait pas. Et c'est marrant que là, tu vois, ça revienne. Ouais. bah, en fait, c'est marrant parce que c'est des concepts métiers. Quand tu les intègres dans tes instructions, dans tes prompts, l'IA, elle sait de quoi elle parle. Et en fait, c'est ça dans tous ceux que j'entraîne justement à prompter ou à créer du meilleur context engineering. C'est ça, c'est la capacité à pouvoir identifier des cadres méthodologiques très précis et Ouais. des concepts où en fait, tu sais que quand tu appelles ce concept dans l'instruction, tu fais confiance à l'IA pour qu'elle soit documentée et qu'elle ait la connaissance derrière sur ce que ça veut Bien dire. sûr, bien sûr. Après, tu l'agrémentes effectivement. Donc, le PRD, c'est quelque chose vraiment dans le product management, dans les développeurs de produits, dans ceux qui gèrent ces développements. Voilà, ça s'appelle des spécifications. Après, c'est vrai que la structure PRD, elle va te permettre de te donner un échafaudage assez précis sur ce qui est attendu en fin de parcours. Mais tu vois, je trouve ça fou parce que en fait, je me rends compte que depuis qu'on peut coder, vibe coder, donc coder à la voix en langage naturel, bah, j'ai jamais fait autant de code, de trucs un peu techniques et passer Ah ouais. autant de temps sur ce type de document. C'est ça qui est assez marrant, en fait. Ah ouais, mais et t'apprends en plus, c'est-à-dire que bon, je pense qu'on n'est pas trop mal câblé et qu'on est assez curieux et qu'on arrive à mettre deux, trois concepts de programming ensemble, tu vois, quand ça soit des handlers, des hooks ou des API call ou du provisioning, tu vois, c'est des mots en fait qui deviennent familiers quand tu deviens vibe coder parce que tu vas vraiment dans les couches profondes de comment une application fonctionne. Alors, c'est des choses qui étaient un peu, il y avait un plafond de verre si tu veux, on Bien comprenait sûr. comment ça pouvait fonctionner, mais là quand tu es au plus près, que c'est toi qui bidouille, Mais c'est regarde, c'est Guillaume, excitant. c'est marrant, tu vois? Jusqu'à maintenant, tu vois, j'utilise des clés API pour des petites expérimentations depuis, des années, hein. Mmh. J'ai compris vraiment hier l'intérêt d'utiliser, de créer une clé API pour un nouveau projet. Tu vois? Je faisais un truc Ouais. pour un client, je lui crée un petit site qu'il va pouvoir utiliser alors que, tu vois, je lui vends juste une formation, et je me dis: «Bah, attends, ça se trouve, il va utiliser beaucoup ce petit site qui peut lui être très utile». Je veux bien lui donner, tu vois? Je vais passer, 2 heures dessus, mais derrière, s'il fait tourner, mon petit projet sur mon API, il y a un moment, ça risque de me coûter de l'argent. Et là, tu vois, je me suis dit: «Waouh, en fait, il faut que je crée une nouvelle API pour savoir où ça va». Tu vois ce que je veux? Une nouvelle Ouais. clé pour savoir, en fait, combien ça coûte, et pouvoir lui dire à un moment, bah, si tu veux, te payer te prendre, une clé API, tu peux le faire. Et ça, tu vois, avant cet exercice-là, pour un client, et ben, tu vois, en fait, c'était pas clair dans ma tête. Donc en fait, on découvre les choses, en vibe codant, et c'est passionnant, c'est passionnant. Bah, et c'est marrant parce que tu aurais des personnes qui, côté produit, te disent: «Ah oui, mais ça fait partie du TCO, du total cost of ownership», qui est une dimension qui est très intégrée, pareil, qui est maîtrisée du côté produit. Mmh. Moi, le côté API, moi, je vais pas dire c'est pour un client, c'est pour séparer effectivement des expériences. Moi, c'est plus de dire, non, je suis obligé de créer plusieurs clés pour qu'il y ait de la rotation. Parce que je me dis, en concurrence, donc en simultané, si jamais j'ai 20 personnes qui utilisent mon appli, bah, je veux être sûr que le provisionnement de l'application sur les calls qu'elle va faire chez Anthropic, chez Gemini, bah, qu'il n'y ait pas de timeout, Que ça que tourne, j'ai pas d'accord. que ça Mmh. tourne. Et effectivement, après, le côté coût, euh, c'est marrant parce que moi, depuis très tôt, j'ai cette idée, je sais pas si elle existe, mais tu sais, la loi de Moore, qui est un peu une des deux lois qui a façonné la Silicon Valley, qui dit que tous les 12 mois ou tous les X mois, tu avais la capacité de stockage sur une puce était doublée. Ouais. Bon, bah, moi, je m'étais fait un peu sur le coin du table, je me disais, bon, bah, tous les 6 mois, le nombre de tokens
Bien sûr. que ça va utiliser, ou le coût là pour le coup c'est plus le coût des tokens, va être divisé par 2 tous les 6 mois. Ouais. Alors qu'en fait là c'est dans la vraie vie c'est le cas. Si tu restes sur le même modèle, en fait tu dois upgrader tes modèles en même temps qu'ils avancent. Donc C'est vrai. en fait il y a vraiment cette confiance là-dedans en disant au final, si jamais ça me coûte trop cher, je peux toujours dégrader d'un ou deux modèles, Ouais, d'un ouais. modèle en bas. Ouais, ouais, non, mais tu as raison. Et on a vu sur GPT-4 alors aujourd'hui on est sur GPT-5, mais le coût il avait baissé en 1 an et demi, 1 an et demi, et ça avait été divisé par 150. Donc Non c'est mais sûr, voilà, c'est ça. ça te coûte plus le même prix. Super Guillaume, merci beaucoup. Euh, un sujet sur lequel j'ai envie de t'interroger un petit peu, donc on est encore en début 2026. Qu'est-ce que tu vois comme prédiction IA et marketing en 2026? Alors, c'est marrant, je fais une infographie là-dessus avec Gemini avant les vacances. Donc, J'ai vu, j'ai moi, vu. ce que j'ai identifié, déjà en termes de contenu, ça va être le zéro clic. La Ok. domination du contenu zéro clic. Donc, c'est quoi? C'est cette idée que quand on fait une recherche sur Internet, quand on commence sur Google, on va avoir les AI overviews. En fait, qu'on va avoir le pré-mâchage de la réponse sans même plus besoin avoir d'aller cliquer ou de faire de la recherche. Et donc, en fait, il y a vraiment un glissement vers la consommation de l'information et de la donnée sans navigation. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tout un paradigme marketing qui consiste à la création du tunnel d'engagement qu'on est capable de mesurer, en fait, qui se détruit un petit peu, en tout cas qui se transforme. Et la deuxième application, elle est directe. Mm. C'est vraiment sur la mesure aussi de ce cadre de marketing dans l'attribution, Mm. donc qui devient beaucoup plus compliqué. Bien Donc sûr. la domination du contenu zéro clic. Ça, c'est super important. Ça va changer énormément de choses pour tous les éditeurs de sites, que ce soit et pour les e-commerçants, pour tous ceux qui font du contenu, on peut parler de 10, 20, 30% de visites en moins, potentiellement, qui Ouais, vont être sur du zéro clic. absolument. Et c'est pour ça que, tu vois, le GEO, le Generative Optimization Engine, ou Ouais, j'en ai tellement les Generative acronymes. Engine Optimization, ouais, donc le futur Voilà, du SEO, ouais, tout à fait. voilà, c'est pour ça que ça a le vent en poupe en termes de conversation, parce que il y a un intérêt direct à comprendre ce qui se passe sur ce sujet. Alors, tu vois, ça a le vent en poupe et j'en parle. On a fait des épisodes là-dessus. Je vais en refaire un bientôt. Mais moi, justement, je te demande ton feeling là-dessus. Moi, mon sentiment, c'est que on n'a pas encore les clés, tu vois, du GEO. J'ai l'impression qu'on est sur un truc qui est encore tellement mouvant, tellement jeune. Alors, on disait à une époque, le bon GEO, c'est déjà de faire du bon SEO, quoi, tu vois. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'on t'as pas encore le guide bien calé du GEO. T'en penses quoi, toi? Bah, moi, je pense que le GEO, c'est du SEO sur stéroïdes, bien repackagé, avec des choses Mm. qu'on ne saura pas de toute manière. En fait, c'est de la même manière que Google a un Black peu, box. Ouais. voilà, a créé le SEO et a créé le PageRank, voilà, au milieu des années 2000, et qu'en fait, le SEO, c'était d'essayer de comprendre quels sont les 200, 2000 points d'analyse de Google quand il regarde une URL, et comment il l'indexe et comment il la classe et comment il te le recherche. Le GEO, il commence par une couche technique, et qui est pareil, qui est un upgrade de la couche technique du SEO. C'est le schema Markdown, c'est le fichier JSON LD. Donc on va dire c'est très concret, c'est hyper identifié. C'est une structuration de la donnée qui est upgradée. Donc rien de nouveau sous le soleil, c'est juste un update, on va dire, là-dessus. Après, tu Après, es dépendant de l'algorithme, hein. J'ai vu quelque chose, je sais pas si j'en ai parlé pendant le podcast, mais moi j'étais quand même surpris, mais on pouvait s'y attendre. Google a été condamné, aux États-Unis pour avoir volontairement, si tu veux, fait en sorte que leur moteur de recherche soit pas optimal,
pour que les gens passent plus de temps à chercher et soient exposés à plus de liens sponsorisés, etc., quoi, tu vois. C'est quand même assez dingue quand Ouais, tu te dis. ouais, sur le dessus aussi, ils avaient toutes les applications business comme Google Flight ou Google Shopping, où en fait, ils avaient plutôt tendance à pousser des données ou des expériences qui leur sont propres, où en fait, effectivement, voilà, ils se tiraient la couverture sur eux. Et- mais même pareil, tu vois, je pense que ils ont été tenus très longtemps avec Hmm, leur le sujet légal sur la compétitivité avec Chrome. bien sûr. En fait, là, c'était un gros sujet parce que c'est un peu leur puits de data. Hein, le click data de Chrome Hmm. et Chromium, c'est un peu le nerf de la guerre. Ouais, Et du coup, comme ils ont été épargnés, qu'ils ont pu le garder, bah, du coup, là, c'est reparti comme en 40 et ils déploient à une vitesse pas possible toute la plateforme Gemini bien sûr. d'une force incroyable. Alors Guillaume, continuons un petit peu. Donc sur les prédictions, donc le zéro clic, le Le GIO, zéro client, t'as quoi d'autre dans ta hotte? dans ma hotte, je pense que la publicité, donc tout ce qui est ad platform, en fait, on va plus du tout avoir la main sur le ciblage. En fait, le ciblage précis auquel on a été habitué en cherchant des rôles sur LinkedIn, en cherchant des mots-clés, en cherchant de la psychographie, et donc de constituer des audiences cibles assez bien déterminées et décrites. Bah, en fait, aujourd'hui, on va plutôt se battre contre un système qui est complètement automatisé IA, qui va aller faire une analyse complète de ton URL, de ton site, qui va aller chercher des sources externes, qui va s'occuper de faire des pubs, qui va s'occuper de faire les titres, les descriptions, et qui va s'occuper de choisir l'inventaire et où est-ce que tu vas apparaître. Mais ça, en fait, c'est en autopilote. Donc, en Ouais. fait, va y avoir une autonomie des plateformes de pub assez folle. Et je pense que, je le vois aujourd'hui, le fait de vouloir avoir un ciblage précis et de connaître ton audience, bah en fait, tu te bats contre le système. Donc, ça va créer des inefficiences. Alors, Hmm. ce qui est un peu contradictoire par rapport au rôle d'un marketeur pour qui tu dis, bah, OK, je vais essayer d'avoir le bon message à la bonne audience. Bah, en fait, ça, t'as plus besoin de le faire. Ça va être juste à partir d'un prompt de dire, bah, voilà, je vends des gourdes pour sportifs qui font de la rando et du crossfit avec un pouvoir d'achat CSP+. Donc voilà, Ouais. démerde-toi avec ça. Et du coup, ça va te faire toute la suite, peut-être même jusqu'à la créa, tu vois. On n'y est Alors, pas encore, mais est-ce que là, on parle de AI CMO, tu vois ce que je veux dire? ouais, alors il y a ICMO, on va être ouais, sur la fonction. Hmm. Enfin, il y a pas mal d'applications. Moi, j'utilise un peu un outil qui s'appelle Icon, Ouais. icon.co.com. C'est comme ça qu'ils se brandent, quoi. Tu vois, c'est je suis un petit SaaS d'IA, mais grosso modo, je suis ton CMO, ton Chief Marketing Officer à l'intelligence artificielle. Et donc, tu pars d'un concept, tu me donnes ton site internet et mes outils ils vont te faire tout de suite, tout seul, les visuels, les campagnes, etc. Ça, tu le vois arriver, donc, ce sujet-là. Ouais. Ah bah, plus que je le vois arriver, ça fait 3 ans que je bosse dessus puisque c'est exactement ce que j'ai développé. On va en parler avec Bien sûr. Maestrix. Oui. Mais tu vois, en fait, là, pour le coup, CMO, on va dire que c'est un mot parapluie, alors que ça Oui. va être on va être sur du campaign marketing où tu vas être sur des titres de pub, des Oui. descriptions de pub et des visuels de pub. Après, la fonction CMO, il y a une dimension stratégique. Et d'ailleurs, j'ai commencé par là, puisque en fait, toi-même, tu as vu, hein, au début de ChatGPT, les premiers cas Ouais. d'usage les plus faciles à mettre en œuvre, c'était justement de la création de contenu, Bien pour avoir sûr. toute cette première ligne marketing, des trucs chiants à faire, des emails, des landing pages, etc. Donc, c'est- ça, j'ai envie de dire, c'est ce qui est attendu. Mais en fait, moi, ce que j'avais identifié, c'est qu'il n'y avait pas le côté stratégique. C'est-à-dire toutes les analyses de positionnement, avec les différents, tu vois, positionnement de catégorie, positionnement de fonctionnalité, Ouais. positionnement écosystème, les personas, les échelles de proposition de valeur. Donc en fait, voilà, il y a des piliers stratégiques dans la réflexion d'un CMO.
alors qui généralement sont établis pour le long terme. Tu vois, on Mmh. dit on va pas en changer toutes les semaines Bien ou tous sûr. les mois comme les campagnes. Euh, mais, euh, mais ouais, donc il y a différentes fonctions CMO. Là, ce qu'on a décrit, c'est la fonction campagne. Mmh. Après, tu vas avoir la fonction life cycle, donc avec le côté plutôt email, séquence d'email Bien sûr. et nurturing. Évidemment, tu vas avoir le côté SEO, mots-clés, tu vas avoir le search. Donc, ouais, tout ça, ce sont des dimensions aujourd'hui où bah, un CMO, AI CMO, c'est quoi? C'est avoir sa bibliothèque d'instructions, d'agents qui vont couvrir en fait euh, toutes les activités de ce qu'un CMO, et plus que d'un CMO, c'est un CMO et c'est N-1, hein, Ouais, finalement ouais, ouais. aussi. Tout à fait. C'est Tout à fait, l'orchestration de tu l'as dit. l'activité marketing. Tu l'as dit, jusqu'à celui qui va générer le visuel de la campagne, en effet. Ouais, bien sûr. Exactement. Mais tu vois, en t'écoutant, je me dis, waouh, quand même, on se rend pas compte à quel point ce qui s'est passé est fou, à quel point c'est bluffant, parce que tu te souviens comme moi, le temps qu'il fallait pour aller rédiger, faire rédiger tous les assets d'un site et donc aussi tous les emails de newsletter. Ça, aujourd'hui déjà, avec un Lovable, ça semble être. On sait que bah, si c'est bien prompté ou qu'on a bien travaillé avec son notebook LM en amont, un peu comme toi, bah, on n'aura plus à le faire à la mano. On aura juste à peut-être optimiser quelque chose. Ça, c'est tout ton site internet. Mais après, bah, tout ton marketing sortant, évidemment, tu vois, on sait qu'il va commencer à être produit de la même manière, c'est sûr. Alors qu'on y Ouais. passait des heures à ça, des heures. Bah, et c'est ça aujourd'hui, je pense que les meilleurs marketeurs de demain, c'est ceux qui ont cette capacité à avoir les concepts. Tu vois, on parlait de concepts de PRD tout à l'heure. Bon, bah voilà, quand tu as des concepts de positionnement, des frameworks comme celui d'April Dunford pour le marketing B2B, ou d'autres, je ne vais pas les citer ici, mais quand tu Mmh. sais aller chercher des choses très précises, l'évolution des modèles a fait que, tu vois, sur le même prompt que je faisais en 2023, Mmh. avec l'évolution des modèles, j'ai pu voir la profondeur et la qualité des réponses aller ouais, de manière hyper croissante à atteindre des sommets en disant putain, mais c'est vraiment. Est-ce C'est- qu'on est alors j'aime bien, à chaque fois je suis en contradiction, mais donc je fais un peu exprès, à l'AGI, du marketing? Ou alors je reformule, est-ce qu'un modèle, un peu prompté, Opus 4.5, GPT 5.2, en gros, il peut faire tout ce qu'on veut sur le marketing, quoi. Tu vois ce que je veux dire, non? La réponse est oui, et Maestrix en est la preuve vivante. Et surtout, je pense que si tu es une agence marketing, Ouais, tu as du souci à te faire parce que OK. justement, cette capacité à avoir des agents, alors encore faut-il savoir les prompter, les configurer, mais c'est encore autre chose, mais les agences qui n'ont pas ça, qui n'ont pas une approche, une vélocité ou un petit truc en plus, un angle particulier avec lesquels qui n'ont pas un outil Mmh. propriétaire en fait au final, c'est ce qu'on voit avec les Big Four Bien sûr. en consulting, hein. Euh, je, je, je donne pas cher de leur peau. Mmh. Pourquoi? Parce que l'IA, en fait, elle permet quelque chose sur lequel, moi, qui a été mon cheval de bataille pendant plus de 15 ans dans la Silicon Valley, c'était de réinternaliser la connaissance marketing dans les boîtes, petites comme grandes. C'est-à-dire Mmh. qu'en fait, j'étais une agence qui disait, faut pas bosser avec les agences, il faut vous remuscler le muscle le marketing. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça. Parce que moi, ce que j'ai construit, c'est alors déjà, je l'ai construit parce que j'étais sûr que j'allais me faire déglinguer. C'est-à-dire qu'on est passé du FOMO, tu vois, du Web 2, donc Fear of Missing Out, à la FOBO, of Fear of Becoming Obsolete. Moi, c'est la peur de Ouais. devenir obsolète qui m'a poussé au cul pour me faire dire, non mais d'accord, j'ai compris, ChatGPT, en 2 prompts, tu me fais le boulot de 3 jours ou d'un mois si tu passes plus de temps. Donc c'était vraiment clair D'accord, comme et donc de là donc alors ton projet donc Maestrix sur lequel tu travailles aujourd'hui. Donc là-dessus, Guillaume, ouais. faut que tu nous en parles, dans le détail. Comment tu l'as construit? Qu'est-ce que c'est? Et quelle vocation ça a aujourd'hui, pour que, nos auditeurs, nos spectateurs, évidemment aillent, tester ton produit? Bah, donc on est en train d'en parler, c'est-à-dire qu'en 2023, quand ChatGPT sort et que je fais mes premiers prompts, je fais des prompts marketing, donc
très, très simple, hein, les 3 premières lignes, en même temps que faire des blagues sur le rythme d'Eminem. Ouais. Je rencontre très très vite de la puissance du truc et de la qualité des réponses. Alors effectivement, il y avait déjà des hallucinations, enfin, et c'était pas très structuré, mais je vois tout de suite l'opportunité et la menace surtout de dire, bah, t'es remplacé dans 2-3 ans. Et donc, Mmh. c'est de décider, justement, pendant les 10 ans avec Grosse Concierge, j'ai formulé un cadre méthodologique d'approche du growth marketing, Ouais. le growth marketing fit. Donc, j'avais déjà, si tu veux, planifié tous les ingrédients quelque part. J'avais mon blueprint prêt à exécuter en disant, bon, ok, qu'est-ce que ça veut dire de transformer ça en prompt? Donc, en fait, c'est un travail de découpage et de recherche sur chacune des tâches que j'ai pu faire sur les 15 dernières années en marketing et de leur donner une approche d'instruction en zero shot. Donc moi, le premier truc que j'ai fait, c'est dire, je veux, pour chaque tâche marketing, je veux que la tâche soit la plus complète et la plus détaillée possible OK. pour que je n'ai pas à faire d'aller-retour. En fait, je suis pas en mode conversationnel. Moi, je voulais avoir le maximum dès le premier jet. Et Donc c'est donc le zero alors shot. et les tâches principales, donc on pourra retrouver c'est sur ton site maestrix.ai. Ça va être, la landing Tu vois, page, ah les ouais, les bah tu peux tout faire. En fait, il faudrait dire qu'est-ce que tu peux pas le faire parce que le c'est positionnement, le brief sur le projet, les non, personas. Alors, persona, tu as le côté, tu vas avoir le côté stratégie business. Donc là, positionnement, stratégie. Après, tu vas avoir le côté cadre de message. Donc, c'est comment est-ce que tu articules tout ton messaging, toute ta proposition de valeur au niveau de l'écosystème, au niveau de ta catégorie. Parce que si tu devais créer une nouvelle catégorie, quelle serait-elle? oui, Tu vas avoir la préparation des campagnes, donc les idées de campagne, tu vas avoir les headlines, tu vas avoir les plans de A/B test, bien sûr. tu vas avoir les Facebook ads, les Google ads. Alors ceux-là, ils sont vraiment très bien parce qu'en fait, donc ça te génère les campagnes. Ouais. Tu peux les visualiser avec un petit toggle qui te permet de voir les différentes variations. Mais c'est surtout que j'ai craqué le code en disant, en les exportant, tu récupères le fichier que tu peux réimporter tout de suite dans Google Ads et ça te les configure automatiquement. Donc en fait, ça, Mmh. j'utilise une méthode analogue de Google Ads via un fichier CSV où en fait toute ta campagne est déjà prête. Il n'y Excellent. a plus qu'à appuyer sur le bouton. Ouais, tu peux faire des images, tu peux faire beaucoup de contenu aussi qui a son propre pipeline de côté. Là, on a parlé beaucoup de product marketing, mais il y a du content marketing. Tu peux créer des images et des agents aussi. Là, c'est la frontière que je suis en train de mettre en place. C'est les agents justement que tu vas pouvoir schedule Donc et c'est le AI CMO dont on parlait tout à l'heure. C'est c'est ça. hyper complet. Il y a dedans, bah, tous les cas qu'on peut rencontrer, si on étudie le marketing ou si on le pratique, ce marketing digital dans son quotidien. Moi, j'y suis allé évidemment, hein, et j'ai trouvé ça super riche. Heu Je trouve ça génial parce que il faut pas oublier que, de temps en temps, les utilisateurs peuvent être un petit peu perdus devant la text box blanche de, ChatGPT. Pouvoir Mmh. tout faire d'une certaine manière, c'est aussi de temps en temps, bah, se retrouver, ne pas savoir quoi faire. La page blanche en fait, au final, on devant face à ChatGPT et aux meilleurs experts du monde sur tous les sujets, de temps en temps, on est un petit peu démunis et là, tu les accompagnes et en plus, ce que je trouve incroyable, c'est que c'est un cas d'école parce que on est d'accord, Guillaume, tu as développé donc ce site tout seul, Net, heu, bah, c'est du vibe en coding 100%. coding et là, je pense que pour le coup, tu es allé très loin parce que alors moi, je fais du vibe coding, j'adore, je suis à fond, j'essaie de créer des événements avec les vibe codeurs français, européens et cetera. Mais là, pour moi, tu es allé très, très loin sur du vibe coding. Ouais. Bah, écoute, ça me touche, surtout venant de toi et c'est vrai, en fait, dans la réalité, c'est que le vibe coding a été cette couche qui a permis de tout débloquer. C'est-à-dire que tu vois, aujourd'hui, j'ai créé le MCP, toute la plateforme d'API pour les développeurs qui veulent utiliser, si tu veux, ces tâches marketing par ailleurs. Mmh. Je suis allé très loin dans la compréhension et dans la manipulation du back-end, donc comment les bases de données fonctionnent entre elles. Je suis allé très loin on en parlait un peu tout à l'heure, dans la capacité à créer, tu vois, un gateway, système d'aiguillage des API et des modèles à l'intérieur.
Enfin, après, tu as l'expérience utilisateur aussi qui est, ça c'est intéressant. Donc, ouais, Ah non, mais c'est attends, un mais vrai cas d'école. sur ton UX, visuellement, en plus, c'est très riche, mais c'est, complètement cohérent et complètement clean. Alors, peut-être que normalement, avec un produit à l'ancienne, on se poserait pas ces questions-là. Mais aujourd'hui, sur quelque chose qui a été vibe codé par une personne, en fait, et là, moi, je trouve que tu as fait un truc qui est, visuellement, dans l'expérience, sincèrement, est parfait. Donc, à la base, c'est Lovable qui t'a débloqué, t'as poncé Lovable, t'as fait du Lovable à fond là-dessus, ça t'a coûté cher? Écoute, c'est marrant, je regardais mes stats là du rap 2025. J'ai généré 2 millions de lignes de code. Donc, Ok. depuis mois mai 2025 jusqu'à aujourd'hui, j'ai généré 2 millions de lignes de code. J'ai économisé, je crois que c'est ça qui m'a le plus choqué. Je sais plus si c'est 36 000 ou 63 000. Faudrait que je retrouve. Ça va être un truc comme ça, mais 63 000 heures de code. Et en fait, je faisais le Waouh. calcul. C'est Ouais. c'est un an c'est 7 développeurs pendant un an. En Waouh. fait, je faisais alors c'est en 7 jours sur 7, mais non, je crois que j'avais pris 20 jours par mois, quelque chose comme ça. Mais ouais, non, mais un truc de malade mental. Mm. Et ouais, en fait, c'est c'est un espèce de poste et Maestrix, tu vois, c'est un peu ça aussi dans le nom. T'as le maestro où t'es un pupitre et t'es vraiment dans cette orchestration. Et Ouais. si t'es Oui, bien oui. câblé, si t'es curieux et que tu te fais mal quand même sur certains sujets parce que tu vas les comprendre, c'est vrai, rien peut t'arrêter. Rien peut t'arrêter. C'est complètement fou, c'est complètement fou. Ça veut dire que ça te donne une puissance extraordinaire. Je lisais une phrase, un tweet que je trouvais très juste. C'était dire aujourd'hui, donc on disait post-opus 4.5, mais en vrai on peut se dire aussi post-lovable. Le monde d'aujourd'hui, c'est plus, tu recrutes plus quelqu'un en disant est-ce que tu sais faire quelque chose, mais c'est est-ce Mhm. que tu sais prompter un modèle pour faire ça. Ouais. Je le conçois complètement quand je t'écoute et quand je vois la richesse de ce que tu as réussi à faire avec Maestrix. C'est complètement fou. Bah, en fait, moi je mettrais petite nuance là-dedans parce que Ouais. en fait le prompt, c'est vrai que la notion de prompt engineering, elle a été décriée parce qu'on disait, oh, bah, au final, c'est que du texte, ça n'a pas de valeur. Surtout pour décrire un peu les rappers, qui sont ces applications SaaS qui, en fait, sont powered propulsés par un call d'API à une IA. Et en fait, l'évolution des modèles fait qu'aujourd'hui, effectivement, rien qu'avec deux, trois lignes, tu peux avoir un méga prompt derrière, hein, qui t'est construit par le modèle Ouais, pour aller ouais. chercher des trucs assez bien fournis. Sauf que, voilà, tu laisses un petit peu l'IA choisir la structure et je pense qu'il y a vraiment cette idée de tu dois imposer une structure. Et Maestrix, c'est une des Mmh. choses que ça fait. C'est-à-dire, c'est toute ma connaissance marketing, c'est 20 ans de marketing, en fait, qui sont mis dans des échafaudages et des templates euh, que j'ai vraiment travaillé et qui, pour moi, sont celles les plus optimales, qui donnent le plus en une fois. Euh, Ah, mais là, Aujourd'hui, je suis complètement d'accord avec toi, Guillaume. C'est si tu n'avais pas, c'est là qu'on voit l'importance et je pense qu'on va s'en rendre compte de plus en plus. C La qualité de ce que tu proposes avec Maestrix, c'est parce que tu travailles sur ton expertise, qui est ton expertise du marketing. Si ouais, tu avais pas cette expertise-là, on en serait pas, ça serait pas à ce niveau-là. et le côté technique, le pendant de cette expertise, c'est la capacité à faire l'ingénierie du contexte. Donc aujourd'hui, on parle plus de context engineering. Donc tu vois, c'est le prompt plus toute la connaissance que tu vas mettre autour. Et Maestrix, c'est ça aussi la vraie force de Maestrix, c'est que je l'ai construit comme un cerveau marketing. C'est-à-dire que le contexte d'un projet, donc toi tu faisais un projet, bah, chaque fois que tu générais une tâche, ça venait enrichir le contexte de ton projet. Et donc, les tâches, plus tu avances dans les tâches marketing que tu dois faire, plus tu vas pouvoir affiner. Tu veux dire, bah tiens, imaginons que tu aies trois personas différentes, tu vas pouvoir choisir une des trois personas. Si tu as trois use cases, tu vas pas choisir le deuxième use case. Et donc, en fait, tu vas vraiment pouvoir aller dans le détail atomique, si tu veux, Mmh. dans l'ADN de ce que tu veux construire. Et c'est là vraiment le côté, bah, je préserve le contexte. Avant, je devais rester dans un chat pour avoir toute l'historique du chat ou au mieux créer un projet dans lequel je donne des instructions et des fichiers de référence. Là, en fait, toute la plateforme
elle est construite autour de chaque projet pour que chaque projet s'auto-enrichit de son contexte. À chaque Ouais, fois, bien plus sûr. tu l'utilises, meilleur tu deviens dans les outputs. Non, non, mais oui, je pense que ton architecture est très bien pensée. Est-ce que tu peux nous parler et par projet, là, justement, c'est super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes clients, de l'utilisation par certains de la plateforme, de ce qu'ils arrivent à en faire? Tu as quelques exemples par rapport à ça? Ouais, alors un exemple qui me fait très plaisir, c'est Mmh. USC, University of South California. En fait, il y a un cours dans la chaire de marketing, donc pour les undergraduates, qui à chaque semestre embarque Ouais. 60 étudiants. Et donc là, tu vois, bah, c'était la semaine dernière, le cours a commencé. Donc j'ai 60 étudiants de USC en brand management qui sont venus. Et ils ont un projet un peu comme dans l'option innover et entreprendre, toi-même tu sais, où tu as un projet. Donc c'est des projets qui existent. Et donc en fait, c'est vraiment, je vois prendre vie finalement des sujets, euh, tu vois, qui étaient plus des envies, qui étaient pas très bien définies. Et en fait, je reçois des messages de ces étudiants qui disent mais c'est incroyable, la profondeur, les détails, ça a déployé ma vision. Ouais. Et surtout, comme dans les étudiants, il y a aussi des execs, tu vois, c'est de la formation exécutive. Bah là, pas plus tard qu'hier, un cabinet d'avocats qui me dit j'ai utilisé l'outil dans le cadre de ma Excellent. formation exec de USC, je veux l'implémenter dans ma boîte, est-ce qu'on peut se parler pour avoir une démo? Mmh. Donc ça, c'est très Génial. cool. Tu vas voir l'utilisation grand groupe européen, publisher, Septeo, ça te parle? Oui, 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 je connais, bien sûr. Mmh. Bah voilà, bah, Sébastien, donc le CMO de Septeo Group, donc qui est arrivé l'année dernière. Bah, donc ils ont une dimension de verticale et de différents outils, des outils pour les notaires, des outils pour l'immobilier. Donc eux, c'est intéressant parce qu'ils vont pouvoir créer différents projets. Et comme aussi, bah, Maestrix est multilingue, hein, Ouais. tu l'avoir en français, en anglais, en espagnol. La magie de l'IA, encore une fois, la magie de l'IA. Si tu avais dû faire un site par langue, c'est c'est du boulot. Ouais, et ça, c'était 3 prompts. Ça aussi, pareil, enfin, on en reparle, mais il y a des moments quand même qui sont assez fous quand tu vibe code, où tu te rends compte qu'en fait, en trois prompts et en 10 minutes, tu as fait un truc et tu dis, putain, mais quand même, c'est assez fou. Et tu vois, tu mets une petite tape dans le dos et tu te dis quand même, c'est assez fascinant. Non, mais pour revenir à l'exemple de cette Théo, donc eux, ils ont plusieurs, c'est une dimension multiverticale, multi-pays. Donc voilà, eux, ils l'utilisent au niveau groupe pour faire de la recherche, de la prédiction. Donc ça, c'est intéressant. Ce que je vois beaucoup, effectivement, alors ça, c'est across the board, et je suis content, c'est en fait toutes les tâches qui sont les fondations marketing, donc stratégie, positionnement, parcours Bien sûr. client, Ouais. qui étaient un petit peu les parents pauvres, si tu veux, de comment est-ce que l'IA peut les traiter ou peut les augmenter. Bah, beaucoup de gens font la séquence que je leur propose, c'est-à-dire donc un brief qui te permet d'avoir en fait la fiche signalétique de ton projet, le résumé, le positionnement, le parcours client, les personas. Ensuite, ils vont aller faire, bah, un peu comme tu as fait, hein, ils vont aller faire une petite pub Google Ads. Ils vont aller essayer de faire un script vidéo pour TikTok ou pour LinkedIn. Ils vont aller faire une séquence d'emails. Donc en fait, ils arrivent à faire toute une séquence avec leurs propres besoins et le job Ouais. to be done en bout de piste. Euh, il y a plein de tâches cachées. En fait, je me dis, il y en a tellement dans cet outil que moi-même, quand je retombe sur certaines tâches, je me dis, putain, elle est quand même bien bonne et est-ce que je devrais pas la remettre mieux? Mais Je trouve ça très cool. Je comprends ce que tu dis. C'est vrai que depuis quelques années, on est devenu obnubilé par du marketing à la performance, quoi. mm, Des CPC, du clic, des ads sur Meta et c'est devenu des métiers, tu vois? Et à en oublier ce que c'était que le marketing, une vision stratégique et tout ça. Et là, en fait, toi, tu arrives à proposer ce chapeau, cette vision un petit peu par-dessus. Et c'est quand même, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien.
Bah, là, tu t'es dans l'un des plus grands ponciers, c'est-à-dire que tout le monde a un avis sur le marketing, mais il y a très peu qui savent bien le faire. Et comme tu disais, porter une vision stratégique. Et pour ça, il faut avoir effectivement 15, 20 ans d'expérience, pour avoir vécu des trucs, vu différents types de boîtes, d'industries. Et ça te permet d'avoir du recul et de te dire, bah, tiens, au final, qu'est-ce qui fait sens dans une articulation? C'est plus de la tâche en silo. Hein, tu vois, des emails d'un côté, des landing pages de l'autre et des pubs dans un troisième panier. Là, tu peux avoir une approche holistique du marketing. Et effectivement, quand tu as 20 ans d'expérience et que tu as du vibe coding sous la main, voilà, c'est juste une orchestration fabuleuse. Donc, à tous nos auditeurs, tous nos spectateurs, donc allez sur maestrix.ai. Déjà, bah, vous verrez un cas d'école d'un site Vibe codé. Vous verrez que en vrai, il y a plus trop de limites sur ce qu'on peut faire avec le vibe coding. Vous verrez que c'est très beau. Et surtout, bah, vous pourrez commencer donc à travailler sur bah, votre positionnement, des scripts vidéo, des générations de campagnes, et commencer à avoir un, un vrai travail un petit peu avec cet agent IA sur votre Ouais, marketing. Voilà. bah, en fait, c'est réparer la stack marketing qui était cassée depuis si longtemps, où en fait, tu fais appel à des agences en externe parce que en fait, tu te rends compte qu'en interne, t'as pas les moyens de le faire, ou t'as pas la colonne vertébrale ou la vision pour aller porter quelque chose de complet Bien et sûr. 360. Et là, justement, c'est l'outil un peu qui vient Canon. faire ça. Guillaume, petite question. Les agents, pour toi, c'est une réalité? Ça veut dire quelque chose? On est dedans? Alors, t'en penses quoi? Alors, c'est un mot qui est galvaudé. Je pense qu'en Ah, fait, tout à fait. par agent, Mhm. aujourd'hui, les agents, on parle d'assistants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un vrai agent, c'est une suite d'agents orchestrés à qui tu donnes un point de départ et à qui il y a un point Mhm. d'arrivée. Donc, c'est plus des workflows. Ok, D'accord. tout à fait d'accord. Donc, il y a quand même un moment où tu dois le construire. Tu dois le construire, cet agent. Donc, qui va être peut-être une succession d'assistants. Hmm. Donc, rien que sur le mot en lui-même, il est un peu galvaudé. Et il est plus, on lui met plus que ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on Ouais. devrait parler d'assistant Ouais, ouais, et ouais. de, Je et pense que c'est de, très important. Je pense que c'est très important de faire bien la distinction automatisation, assistant, agent, et sachant que tout le monde l'utilise un petit peu avec des sens différents. Microsoft appelle ces GPT, on va dire, hein, ils appellent ça des agents. Alors que ouais, bon, encapsuler 3 prompts, est-ce que c'est un agent? Pas dans ma définition, mais c'est sûr. Ouais. ouais, non, mais et puis l'agent, il a une autonomie. C'est-à-dire que c'est l'agent, une fois qu'il est créé, qui va décider de se lancer lui-même. C'est lui qui va peut-être s'auto-corriger, ou qui aura des agents justement de scoring ou de jugement pour évaluer ce qu'ils vont donner, donc des contre-agents. Ça, c'était très, très important au début, quand on parlait des premiers modèles sur les papiers de recherche sur comment l'IA marchait. On Hmm. t'expliquait qu'il y avait les adversarial models, qui étaient en fait là pour essayer de contrebalancer le training des modèles frontières. Bien sûr. Là, c'est pareil. Donc, en fait, il faut que ça soit en autonomie, il faut qu'il se déclenche tout seul. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de human in the loop pour aller un petit peu superviser, c'est quelque chose. Après aussi, dans le côté agentique, il y a tout ce qu'on va dire la traçabilité et l'auditabilité en fait des tâches qui ont été faites. Ça, c'est un Hmm. vrai sujet, tu vois, en entreprise. Au-delà du sujet des CEO qui sont mandatés pour dire bah, ok, tu dois faire de l'IA, donc bah, comment est-ce que j'achète et comment est-ce Ouais, que j'incorpore l'IA, comment est-ce que je grade mes équipes en termes avec l'IA, et en termes business, c'est comment j'achète de l'IA et comment est-ce que je la déploie. bien sûr. Il y a plein de choses intéressantes en ce moment, avec des frictions quand même aussi. Hein, Hmm. au moment où Bien l'IA, sûr, bien c'est sûr. bien, ça dépasse tout le monde, mais il y a quand même Ouais, des petites frictions. évidemment. Euh, il y a 2 sujets dont je veux parler avec toi, un petit peu donc emploi, éducation. Justement donc pour prolonger sur les agents, j'ai vu une étude, McKinsey qui est sortie, hier,
ou des déclarations en tout cas de McKinsey, qui étaient assez intéressantes. Il nous disait, il y a 1 an et demi, McKinsey avait 3000 agents IA, voilà, Mmh. pour 40 000 employés. Aujourd'hui, ils en ont 20 000. Alors attention, on se posera bien la question de qu'est-ce que c'est que ces agents. Mais ils nous disent que, tu vois, par rapport à ça, ils revoient aujourd'hui le processus de recrutement de leurs candidats. Ils considèrent en gros que les candidats, ben, aujourd'hui, ils ont plus besoin de faire du problem solving à l'ancienne, comme quand on est sortis, d'école de commerce, ensemble. Parce que Mmh. ces agents, ils peuvent s'en charger Ouais. et donc ils se disent: «Tiens, ben, pourquoi pas réorienter notre recrutement vers des profils plus littéraires ou avec plus des soft skills». Parce qu'en fait, demain, et très précisément, enfin, en tout cas, ils nous disent d'ici 18 mois, tous nos consultants vont être épaulés par 3 ou 4 agents avec lesquels ils vont travailler quotidiennement. Et donc, c'est quand même un truc incroyable, tu vois. Se dire, c'est fini d'aller chercher quelqu'un de juste super analytique. Ça, ce problem solving, l'IA peut le faire très bien. Donc maintenant, on va chercher quelqu'un qui va être plus dans l'agency, le soft skills, pourquoi pas un littéraire. C'est incroyable d'entendre ça. Ouais, je suis pas surpris. Bah déjà, eux, ils sont obligés de dire ils sont obligés de pousser ce type d'études parce qu'ils ont un intérêt direct à continuer à avoir du biz en disant on a des outils propriétaires qu'on a développés en interne, tu vois. Ce que je Bien te disais sûr. tout à l'heure. Et C'est-à-dire en que, l'occurrence, il s'agit de leur IA qu'ils appellent Lily, tu as bien raison, hein, ouais. et donc ils font travailler même les candidats sur cette IA Lily systématiquement. Ouais. Et Lily, on peut imaginer qu'elle a dû voir passer un paquet de PowerPoint en plus. Ouais, mais je me demande si elle a vu passer du prompt injection et d'essayer de se faire casser par des candidats. Moi, c'est ce que j'essaierais de faire. T'as bien Non, raison, t'as bien raison. mais en fait, c'est ça. Mais pas que McKinsey. Je pense qu'aujourd'hui, quand ta valeur dans un monde de l'emploi où l'IA va être à minima un compétiteur direct sur les couches basses ou dans les entry level jobs pour les juniors, c'est de dire, en fait, on arrive à combien? C'est-à-dire que là, vous me voyez moi, mais en fait, derrière, dans mon sac à dos, en fait, j'arrive avec 10 skills qui sont tout de suite implémentables. Me dire, et c'est là où la conversation va se dire, ah bah tiens, parlez-nous de cette skill-là parce que Bien c'est sûr, quelque chose où c'est de dire, bah tiens, aujourd'hui, on bien travaille sûr. sur cette skill-là. Euh, Comment est-ce Mais que vous c'est très feriez? intéressant la manière dont tu le présentes. Dans mon sac à dos ou mes potes qui viennent avec moi que tu vois pas, en effet, ouais, tu Ouais, raison. vous les voyez pas sur mon épaule ou tu vois, c'est un petit peu ou bientôt tu auras peut-être un truc avec des hologrammes et tu leur donneras Ouais, tu les incarneras. C'est dire bah en fait on vient plusieurs. Mais pour ceux qui jouent à Zelda, ils voient très bien de ce qu'on parle. C'est-à-dire dans le dernier Zelda, ouais. tu as 4 compagnons qui ont chacun des skills différentes que tu peux appeler, qui sont en transparence, mais en fait à certains moments tu peux les appeler. Ouais. Et c'est exactement ça. En tout cas les joueurs de Zelda comprendront. Et c'est un peu non, mais tu as raison et Claude, en tout cas, donc Anthropic, hein, qui innove là-dessus régulièrement parce qu'ils c'était le cas avec le MCP, le modèle contexte protocol. Ça a été le cas avec les skills, donc les compétences. Google Ouais. vient de dire qu'ils allaient, déployer aussi ces skills. Donc les compétences qui sont juste un petit fichier MD, donc Markdown, un fichier texte, bah, grosso modo, tu peux avoir une skill hyper évoluée qui va permettre à Opus 4.5 d'être un peu, de faire une partie du job de CMO. Et donc, potentiellement, en effet, bah, quand tu sais te servir de cette skills de cette skill et qu'elle est hyper complète, bah, tu es un petit peu dédoublé, quoi. Hein. Ah ouais, c'est ça. Bah, d'ailleurs, la prolongation de Maestrix sur le Mhm. MCP, c'est justement Ok. directement lié à ça. C'est-à-dire, en fait, au final, chacune des tâches que tu as dans Maestrix, ça peut être une skill que tu peux aller chercher aussi. Après, le côté contexte, persistance du contexte, ça, c'est encore une autre partie de la plateforme que tu peux aller appeler. Mais oui, ce que je trouve bien chez Anthropic, c'est qu'en fait, ils ont été un petit peu les pionniers de ces standards. Tu vois, tu parlais du MCP, qui est en fait la redénomination de ce qu'ont été les API appliquées au monde de l'IA, Oui. avec un langage un petit peu différent, une manière un peu différente de les appeler.
Oui. Les skills, pareil. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ils ont cette capacité Anthropic à pousser la conversation à l'uniformisation. De la même manière qu'hier, Google et Gemini poussaient le protocole e-commerce un petit peu UCP, là, c'est ça, ouais. voilà, exactement, dans cette idée d'aller uniformiser le plateau de jeu, quoi, en fait. Et je pense qu'ils ont tout intérêt. Et dans la réalité, c'est Claude qui est le plus installé dans les grandes entreprises. Tu vois, tu vas avoir le cas où les boîtes, elles sont équipées d'une suite un workspace Google. Donc, du coup, par défaut, ça va être Gemini. Donc, l'opportunité, c'est de leur montrer donc Gemini le chatbot, mais aussi Notebook LM, l'AI Studio, le mood board. Enfin, voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant chez Gemini. Mais Ouais. voilà, on pourra en parler pendant des heures, hein. Évidemment. Cher Guillaume, dernière petite question. Donc, l'éducation. Éducation IA. Toi, donc je sais que tu as des filles, des filles qui sont à l'école aux États-Unis. J'ai vu que Melania Trump, juste avant notre épisode, donc vraiment il y a 1 heure, hein, parlait de Age of AI dans les classes. Elle fait une déclaration, hein, Mhm. officielle et tout ça, et elle lance l'IA à l'école, on va dire, en disant que les États-Unis veulent profiter d'un avantage compétitif. Toi, tu le sens avec tes filles, est-ce qu'elles ont des cours d'IA? Est-ce qu'elles en parlent? Comment ça se passe? Alors, les deux, donc 10 et 15 ans, elles ont Oui. toutes les deux utilisé ChatGPT, mais pour que ChatGPT. Mhm. Gemini, Claude, connaissent pas. D'accord. Après, il y en a pour la plus petite, il est beaucoup plus ludique Mhm. aujourd'hui et en classe pas trop. On va dire elle est encore sur du fondamental Ouais. et on va dire du classique maths, langue, etc. Ouais, 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 d'accord. Donc il y a pas ça. En revanche, la plus grande, Mmh. ça va être plus de la recherche, se générer des cours, des exercices en maths, en algèbre, par exemple, OK, OK. demander des explications du pourquoi, du comment, de préparer en fait des trames de recherche ou voilà de la recherche rapide. Mmh. Ma grande, elle est plutôt, il y a une dimension très écolo aussi qu'elle a. OK. C'est-à-dire, mais tu sais, chaque recherche d'IA, ça dépense de l'énergie, de l'eau, etc. Donc, elle est très affûtée, elle est consciente aussi de cet impact-là. Mmh. Là où elle n'est pas encore consciente, je pense, c'est du remplacement des jobs et de la difficulté maintenant pour les métiers juniors. Ouais. Et après, si tu rentres, tu vois, dans la médecine ou dans certains types de métiers, voilà, on est dedans. Les impacts, c'est maintenant, on verra sur le long terme, mais par exemple, il n'y a pas de sujet, si vous allez faire de la médecine, c'est de dire comment est-ce que l'IA, en fait, pourquoi est-ce que je ne dois pas faire, convainc-moi que Ouais, je ne dois pas aller dans cette voie à cause de l'IA. On n'en est pas ouais, encore bien là. sûr. Ouais, ouais, ouais. OK, super. Hem, donc en tout cas, des opportunités, c'est très intéressant de voir les jeunes générations aussi, leur manière de se poser des questions, sur, l'environnement, par rapport à l'IA, peut-être, plus que nous, et donc peut-être qu'on va en parler de plus en plus, surtout qu'on a une consommation, d'électricité qui commence à devenir, colossale. Hem Merci pour tout, cher Guillaume. Dernière question, 2 dernières questions rapidos. Est-ce que, tu as une timeline pour l'AGI? Non, mais au fond de moi, je veux dire, j'espère qu'on n'y arrivera jamais parce que je pense que le jour où on y arrive, on est dépassé et c'est le début de Mmh. la fin. Donc en fait, c'est un horizon, c'est la course à l'échalote des grands pour justifier leurs valos et leurs investissements, en plus des investissements circulaires où ils prennent de la main gauche, ils te donnent de la main droite et ça revient dans la poche gauche. C'est vrai, Euh, on le voit beaucoup. Mmh. ouais, non, c'est pas un sujet qui me passionne. En revanche, je trouve intéressant, c'est la posture d'un Yann Lequin Mmh mh. par rapport à un méta qui dit, bah en fait, non, l'IA du monde physique, c'est celle-ci la plus importante.
Ouais, L'IA commerciale à la faire ou à la méta, c'est pas ça. ouais, Et c'est sûr. je trouve ça très truculent que Laurent Soli l'ait rejoint. Je crois que ça vient Exactement, dire. nouvelle actualité. C'est ça, une vague de départ chez Meta. C'est vrai que l'IA pour les ads, c'était bien, mais ça peut servir à plus que ça c'est certain. Absolument. On est d'accord. Dernier point, mon Guillaume. Un livre, un film ou un jeu Ah, vidéo de science-fiction à nous conseiller. ah ben non, ça, je suis un vieux, c'est le cinquième élément. Moi, je suis un Luc vieux. Besson. Ouais, ce truc-là. Bah après, tu vois, moi, je Je suis t'aurais d'accord, je répondu. suis d'accord. C'est génial, en effet. Ouais, Lilou Multipass, non, non, mais c'est pareil, il y a ça, moi, dans ceux qui m'ont marqué, c'est plus ceux qui m'ont marqué, tu vois. Moi, Euh, j'ai vu pendant les vacances là, je me suis fait les 2 Blade Runner et je me suis ouais, dit, c'est marrant, enfin en tout cas de Blade Runner, tu vois que le cinquième élément a pris quand même beaucoup d'inspiration. Mais attention, ouais, en termes très positifs, hein. ouais. Il y a même un répliquant que je n'avais pas reconnu en voyant le cinquième élément qui est aussi, tu sais, dans Blade Runner dans la première version. Ouais. Ouais. Après, Donc je peux en film rajouter mythique, OK. deux. Vas-y, Ouais, avec plaisir, il vas-y. y a Tron Legacy, Ah oui, le eh oui. deuxième, et une Pour série son que je pour me, son est pour son esthétique, un peu, voilà, hein? voilà, Ouais. et la série Mister Robot aussi que j'ai bingé, qui est moins science-fiction, qui est plus sur le côté hacker, mais c'est une vue un peu dystopique de la tech, enfin de la tech, de l'IA. C'est pas que l'IA, mais voilà. Ouais, bien sûr. Ça m'a pas mal fait réfléchir. Série un peu noire, hein, sur le personnage, hein, Ouais, mais très bon. mais Ah, très très bon. bon, hein, Malek. Ah, il est très, Il a, très bon. bah, il a eu un Oscar. Il a eu un Oscar pour Bohemian Rhapsody quand il avait fait Queen. Ouais, ouais, Freddie Mercury, Malek, ouais, c'est sûr. ouais, Malek, je sais plus comment son nom. Rami Malek, Rami Malek, bien hein? joué. Heu, Guillaume, merci beaucoup. Bonne année 2026 à nos Bah auditeurs. toi aussi. Et encore, année sous le signe de l'IA, comme je dis. À tous, surtout, allez jeter un coup d'œil sur maestrix.ai. Comme le disait Guillaume, pour se souvenir, pensez au maestro, au chef d'orchestre. Guillaume, merci beaucoup. Merci C'était Nicolas. génial de t'avoir ici, mon cher ami, et à très bientôt. À Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir,